J'ai fait qu'une diapo. Enfin, j'en avais fait plusieurs, mais en fait, le professeur Valla vous a expliqué les concepts. Et j'avais prévu de vous expliquer un petit peu notre attitude avec les concepts. Mais ça a été tellement bien expliqué que finalement, on peut retenir que ça. Tout a été dit. Il faut traiter la cause. Le médicament de la cirrhose compensée aujourd'hui, c'est en partie et en grande partie le carvedilol. Et dans la cirrhose décompensée, aujourd'hui, il faut se poser la question du TIPS. Pour être pédagogique, il faut être simple. Je ne sais pas si on peut faire. Bon, c'est pas toujours aussi vrai que ça, heureusement. Donc ça, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut revenir un petit peu parce que c'est vraiment très très important, l'histoire naturelle de la cirrhose. Alors naturelle, en fait, quand vous regardez les papiers de D'Amico qui sont passionnants, elle n'est plus aussi naturelle que ça parce que en fait, tous les malades sont pris en charge, on essaye de traiter la cause, on leur donne des bêta-bloquants. Donc tous les résultats que vous voyez, c'est quand même avec l'aide d'une prise en charge. Donc je me bats un petit peu avec Gennaro pour qu'il arrête d'appeler ça l'histoire naturelle, mais bon, c'est comme ça que c'est décrit. Ce qui est clair, c'est que quand vous avez une cirrhose au stade complètement asymptomatique, la médiane de survie, elle est longue, hein, c'est plus de 12 ans, et c'est quelque chose qui a émergé ces dernières années grâce à la recherche sur les marqueurs non-invasifs. On n'a plus à attendre la décompensation pour faire le diagnostic. Aujourd'hui, on est capable, grâce au dépistage, au repérage, à la connaissance des facteurs de risque, de faire le diagnostic très tôt. Si bien que si vous faites le diagnostic très tôt, la médiane de survie s'allonge. C'est le classique biais de diagnostic. Mais aussi, vous pouvez intervenir plus tôt. Et aujourd'hui, il est clair que l'un des meilleurs moyens d'améliorer le pronostic de la cirrhose, au-delà du biais temporel du diagnostic précoce, c'est de faire le diagnostic très tôt. On a la même problématique avec le cancer du foie. Plus vous faites le diagnostic tôt, plus vous pouvez prendre en charge de manière curative la maladie. Et donc il y a vraiment un tournant, et ce tournant, si vous faites abstraction du risque néoplasique, dans la cirrhose, il est lié à l'hypertension portale. Je ne sais pas si on a beaucoup de malades avec une insuffisance hépatique pure sans hypertension portale, et l'hypertension portale, une fois qu'elle survient, va probablement être le lit de l'insuffisance hépatique, des futures décompensations, etc. Donc ça, c'est un événement majeur, une information majeure, pouvoir faire le diagnostic tôt, avant la survenue de l'hypertension portale, et faire tout pour qu'elle ne survienne pas. Si vous êtes capable de ça, le risque, il est néoplasique, c'est tout. Donc le grand principe, c'est de faire des diagnostics précoces, des repérages précoces, et on a les outils pour ça. Et le traitement de la cause. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de données pour montrer ça, mais ce n'est pas parce que c'est logique que c'est vrai, mais c'est sûrement vrai. Plus vous allez être en amont de l'histoire de la maladie, quand vous allez enlever la cause, plus ça va être facile de régresser la fibrose et la cirrhose. Donc le premier message, c'est vraiment de dépister les hépatopathies chroniques avancées, tôt. Donc ça, c'est l'histoire naturelle, encore une fois, de la cirrhose. Alors on a posé la question de l'ictère tout à l'heure. C'est vrai que l'ictère, dans la survenue de la première décompensation, ne fait pas partie de la définition. Et la principale raison, c'est que, comme l'a dit Dominique, un ictère nu, sans autre décompensation, c'est exceptionnel. Vous voyez, là, c'est moins de 1%. Et puis, il y a quand même des problèmes de définition de l'ictère. C'est vrai que si le clinicien la résume à la jaunisse, c'est assez simple. Mais en fait, ce n'est pas que la jaunisse, l'ictère. La bilirubine augmente à 25, 30, 50. Dans le Child-Pugh, les classes, c'est moins de 35 plus 50. Et personne n'est capable, même si on est tous convaincus qu'il vaut mieux avoir 25 que 50 et 50 que 200, il n'y a pas de seuil qui définit biologique l'ictère, entre guillemets. En tout cas, sur le plan pronostic, même si on a ces classes. Donc, dans la première décompensation... Et le troisième point, c'est que vous pouvez avoir des poussées d'hépatite auto-immune, virale, alcooliques, pour nous les plus fréquentes, qui ne sont pas nécessairement liées à une insuffisance hépatique, mais à une poussée de la maladie. Donc, il n'a pas été retenu pour toutes ces raisons dans la décompensation, et ce n'est pas vraiment un problème sur le plan, j'allais dire, scientifique pour les études cliniques.
La première cause de décompensation, c'est l'acide. Elle est bien loin devant tout le monde. Et un des nouveaux concepts qui a été introduit dans Baveno, qui est pour moi très important, c'est ce qu'on appelle la deuxième décompensation. Donc on a compris qu'il fallait agir tôt pour éviter l'apparition d'une hypertension portale. Une fois qu'elle survient, éviter qu'elle décompense. Mais une fois qu'elle est survenue, la décompensation, il est très important, la partie n'est pas perdue, il est très important de prévenir la deuxième décompensation. Donc ça, c'est un papier très récent que Gennaro a publié dans Hepatology, qui montre, vous voyez, l'incidence des décompensations ultérieures après une première décompensation, c'est plus de 50%, et alors que la mortalité d'une première décompensation, elle est aux alentours de 20-30%, la mortalité d'une deuxième décompensation, elle est de plus de 50%. Donc la partie n'est pas perdue, il faut prévenir la première décompensation, mais il faut aussi prédire la seconde. Donc vous savez qu'il y a eu un changement entre Baveno 6 et Baveno 7. Avant, on se demandait à qui il fallait faire une endoscopie. Maintenant, on se demande à qui faire les bêta-bloquants. Et Dominique vous a rappelé donc, cette fameuse règle des 5 qui permet un petit peu de classer les patients selon leur profil de facteur de risque. Parce qu'après tout, c'est vrai que le plus important, le jugement de paix, c'est quand même le risque. Et donc, j'allais dire heureusement, on a cette association, cette corrélation entre ces phases cliniques et le risque, qui, encore une fois, est principalement lié à l'hypertension portale, rien d'autre, si on écarte le carcinome hépatocellulaire. Donc, carvedilol chez le malade avec une cirrhose compensée. Ce sont les données de l'étude de Predeski de Candide Villanueva, donc qui ont montré clairement que chez les malades avec une hypertension portale cliniquement significative, on avait une diminution des événements liés à l'hypertension portale. Vous ne m'entendez pas très bien? Et ça se faisait principalement sur l'acide, ce qui était un petit peu une surprise, il faut quand même le reconnaître. On va discuter des problèmes que se posent pour la généralisation à la pratique clinique, c'est les résultats de cette étude. Cette étude était disponible pour Baveno 7, ce qui n'était pas disponible, c'était la méta-analyse. Donc ça, c'est une méta-analyse qui a regroupé les essais bêta-bloquants versus autres méthodes, que ce soit le placebo ou la ligature, qui pouvaient être des méta-bloquants avec, qui étaient autres que le carvedilol. Mais on a retenu le carvedilol et on a montré qu'il y avait une diminution, on a confirmé qu'il y avait une diminution du risque de décompensation et une amélioration aussi de la survie chez les malades avec une cirrhose parfaitement compensée, qui n'avait jamais saigné, qui n'avait jamais eu d'acide et qui avait une hypertension portale cliniquement significative. Alors, ça ne permet pas des analyses de sous-groupe, donc on ne sait pas vraiment si chez les malades qui n'ont pas du tout de varices, il y a un bénéfice. La plupart des patients inclus dans les études étaient des hépatopathies virales à une époque où ils n'étaient pas traités. Est-ce qu'aujourd'hui on reproduirait les mêmes résultats si on enlevait la cause? Donc il y a des choses encore à creuser, et surtout le problème que ça pose, et Baveno a été un petit peu a fait un raccourci. C'est-à-dire qu'on a ces études, elles sont basées sur la sélection des patients sur un gradient supérieur à 10 mm de mercure, sans autre décompensation, sans varices œsophagiennes de grande taille, bien sûr, puisqu'il y a une indication au bêta-bloquant. Et puis, d'un autre côté, on a ces associations et toutes ces méta-analyses. Il y a plus de 10 000 malades maintenant qui montrent clairement qu'il y a ce seuil d'hypertension portale et cette association avec les marqueurs non invasifs. On l'a vu, moins de 15, plus de 25. Et donc, Baveno a dit, on prend les malades à plus de 25, on est sûr qu'il y a une hypertension portale cliniquement significative. Comme l'étude de Predeski a montré que quand on avait une hypertension portale cliniquement significative, mais les malades n'étaient pas recrutés sur le fibroscan, ils étaient recrutés sur une mesure du gradient. On fait un petit raccourci, on les traite par bêta-bloquants non cardiosélectifs. Mais cet algorithme, sous cette forme, sélectionner les malades sur une valeur de fibroscan parce qu'elle est corrélée à une hypertension portale cliniquement significative, il n'a jamais été montré dans une étude. Il y a un PHRC français qui est aujourd'hui, qui va démarrer et qui est coordonné par Laurel Krief à Tours, qui valide cet algorithme. Alors les gens ont trouvé ça compliqué, mais
c'est compliqué de faire de la médecine individualisée simple. Et finalement, quand vous regroupez ça sous un tableau, vous vous dites que l'indication de traitement bêta-bloquant, elle n'est pas si compliquée que ça aujourd'hui. Si j'ai une cirrhose parfaitement compensée, qui n'a jamais décompensé, qui n'a pas de grosse varice, et que j'ai un fibroscan supérieur à 25 kPa, carvedilol. Quand vous regardez Baveno 5 et Baveno 6, c'était quand même plus compliqué. Il fallait ou faire une endoscopie ou les marqueurs non-invasifs. Faire l'endoscopie si les marqueurs non-invasifs ne pouvaient pas écarter une varice, et traiter les malades avec des grosses varices œsophagiennes ou avec des petites varices œsophagiennes avec signe rouge ou des petites varices œsophagiennes avec un Child-Pugh C. Donc finalement, on peut dire que sur l'indication du traitement, les choses sont un peu plus simples. Mais je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment vers une médecine personnalisée au point de dire est-ce que tous les malades qui sont supérieurs à 25 ont vraiment besoin du carvedilol. Pour ce qui est du dépistage des varices œsophagiennes, on l'a vu sur l'algorithme, les choses sont un peu plus compliquées qu'avant, il faut le reconnaître. Avant, on dépistait tous les cirrhotiques. Mais en pratique, ça ne se faisait pas. Toutes les enquêtes que vous faisiez, le taux de dépistage des varices œsophagiennes chez les cirrhotiques, c'était moins de 30-40%. Et surtout, là où c'était payant à l'heure où il y avait une cirrhose décompensée alcoolique, où la prévalence des varices était de 70-80%, quand on a commencé à dépister les hépatopathies virales au stade de cirrhose parfaitement compensée, on a vu la prévalence des varices à 20-30%, ce qui fait que quand on y pensait, on n'en trouvait pas. Donc ça ne pouvait pas durer, ce dépistage systématique chez tous les cirrhotiques. Carvedilol dans la cirrhose compensée. On va passer à la cirrhose décompensée. Et la première décompensation, c'est l'hémorragie. On dira un mot sur la CIT. On est obligé de parler du TIPS. Parce que dans les faits, on voit bien que ça y est, tout le monde, ça démarre. Vous avez le nombre de TIPS en France en 2009, 500. Il est passé à plus de 1000 en 2022. On a les mêmes chiffres partout en Europe. Et donc, on va voir un petit peu quelles sont les indications du TIPS. Alors, ça fait des années qu'on essaye de décrire les indications du TIPS. Et la dernière enquête qui a été faite pour l'hémorragie digestive, j'espère que c'est un peu mieux maintenant, mais ça date d'il y a maintenant 5 ans. On était à peu près à 7 ou 10% des malades qui recevaient un TIPS alors qu'ils devaient en avoir un. Donc, j'ai inversé la diapo. Plutôt que de dire quelles sont les indications du TIPS, je me suis dit, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? Le premier réflexe, c'est déjà quand ce n'est pas de l'hypertension portale. On va me dire, ça c'est évident, mais c'est quand même important à rappeler, puisque quand vous avez une hémorragie digestive, vous avez plus de 15% des malades qui saignent d'autre chose qu'une hypertension portale, ce qui pour moi justifie l'endoscopie dans les 12 heures. Dans les 12 heures, ça permet de ne pas se lever la nuit. Vous savez qu'il y a des données récentes qui disent que si on l'a fait dans les 24 heures, finalement le pronostic n'est pas impacté. Je ne suis pas sûr de ça, parce que bon, il y a le traitement d'un ulcère, c'est quand même bien différent du traitement d'une varice. Et pour les hémorragies les plus sévères, le traitement endoscopique a quand même toute sa place dans l'ulcère. Plus tôt on le sait, je crois, plus tôt on sait faire la différence entre les deux, mieux c'est. Quand est-ce qu'il ne faut pas faire de TIPS dans une hémorragie digestive? Chez les patients avec les fonctions hépatiques les plus préservées, c'est-à-dire les Child A, et puis les Child B sans hémorragie active. Donc en fait, l'indication du TIPS, vous le savez, juste après l'endoscopie, parfois dès l'admission, s'il est Child A, quelle que soit la cause de la cirrhose, il n'y aura pas de TIPS. S'il est Child B, il faut un saignement actif au moment de l'hémorragie pour discuter de l'indication du TIPS. On ne dit pas qu'il faut TIPSer tous ces malades, mais il faut au moins le discuter. Ces définitions-là sont très importantes parce qu'elles ont vraiment, c'est vraiment des malades différents. Et elles impactent vraiment la suite de la prise en charge. Et on a appelé au départ, dans la première étude, le TIPS préemptif, le TIPS précoce, mais en fait on s'est trompé dans l'appellation, puisque finalement un TIPS de sauvetage que vous faites dans les 4 premières heures d'une hémorragie non contrôlée, il est plus précoce qu'un TIPS préemptif que vous allez faire à la 48e heure. Donc on retient le diagnostic de TIPS préemptif, c'est en fait un TIPS préventif. C'est-à-dire que le malade est contrôlé, ça c'est très difficile à comprendre pour certains, c'est-à-dire qu'il sort de la salle d'endoscopie, l'hémorragie est contrôlée. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire je vais faire quelque chose de supplémentaire, d'invasif, de risqué, chez un malade que j'ai contrôlé. Mais chez les malades à haut risque, ce malade a beaucoup de chances, beaucoup de risques de récidiver et de mourir de sa récidive. Donc il faut faire quelque chose. Le type de sauvetage, c'est une hémorragie que vous n'avez pas contrôlée. Vous êtes à l'endoscopie,
Vous faites le malade est sous traitement vasoactif, il est sous traitement antibiotique, vous l'avez ligaturé si vous avez pu, et l'hémorragie ne s'arrête pas. Ou vous ne pouvez pas le ligaturer, vous ne pouvez pas le scléroser, l'hémorragie ne s'arrête pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le tips de sauvetage. Alors, les Anglais ont 2 mots, et je pense que c'est important parce que c'est quand même encore 2 malades différents. C'est le tips de sauvetage, ce qu'ils appellent le salvage, c'est celui que vous n'avez pas contrôlé, et le rescue, qui est en fait la récidive précoce dans les 5 jours. Si on est capable de dire qu'un malade qui est Child B avec une hémorragie active ou Child C est un malade à haut risque, il faut le tipser avant qu'il ressaigne, celui qui ressaigne dans les 5 jours, il est encore plus à haut risque. Donc celui-là, il faut discuter le tips. Donc nous, on rentre ça en français dans le type de sauvetage, mais il y a 2 malades différents. Celui qui ne s'arrête pas de saigner dès la première endoscopie et celui qui récidive dans les 5 jours et qui n'était pas un candidat au tips, bien sûr. Donc, en anglais, c'est un peu mieux, je trouve, salvage, rescue. Nous, on a types de sauvetage pour les 2. L'hémorragie digestive, ça, je ne vais pas vous faire l'affront de savoir comment la prendre en charge. Donc, c'est évidemment le traitement vasoactif. Dès qu'on a la suspicion d'une hémorragie digestive, c'est un cirrhotique. Pas attendre l'endoscopie, on est tous d'accord. Célèbre étude de Levaché qui montre que quand on fait le traitement vasopresseur dans l'ambulance, on améliore le pronostic à 5 jours. C'est les antibiotiques. Et puis, c'est le traitement endoscopique. Donc la ligature, bien sûr, pour les varices œsophagiennes, plutôt l'injection de colle pour les varices gastriques. On peut ligaturer, et souvent plus simple, les GOV1. Et donc là, avec votre score de Child et votre résultat d'endoscopie, vous savez si vous êtes dans un malade à haut risque, Child B plus hémorragie active au moment de l'endoscopie ou Child C, ou un malade pour lequel il n'est pas au risque, Child A, Child B sans hémorragie active, pour lequel vous allez ensuite, s'il n'y a pas de récidive, passer à la prévention secondaire classique, qui aujourd'hui repose sur la ligature des varices œsophagiennes tous les 15 jours jusqu'à éradication. N'attendez pas trop, plus vous attendez, plus vous mettez de temps à éradiquer, plus vous exposez le malade au risque. Plus le bêta-bloquant. Alors, à Bavedosis, il y avait un petit doute sur le carvedilol en prévention secondaire. Pourquoi ? Parce qu'il a un effet alpha-bloquant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même des études qui montraient chez les malades les plus sévères qu'il fait un peu plus baisser probablement la pression portale, mais aussi la tension artérielle, et peut-être moins supporté chez les malades acytiques. Ça a l'air plutôt balayé. Donc chez les malades qui n'ont pas d'insuffisance hépatique sévère, pas d'acide réfractaire sévère, et qui supportent bien le carvedilol sur le plan tensionnel, il faut probablement préférer le carvedilol au bêta-bloquant classique, que ce soit propranolol, nadolol. En gros, le carvedilol, il reproduit ce qu'on avait fait à l'époque avec les dérivés nitrés, c'est-à-dire que vous aviez dans une cirrhose compensée, 50% de répondeurs au bêta-bloquant, et quand vous rajoutiez un nitré, vous montiez à 70%. Ça, c'est pour les malades compensés, en prévention primaire. En prévention secondaire, la réponse hémodynamique au bêta-bloquant, elle était faible, elle était près de 30%, et on a arrivé à 50% avec les dérivés nitrés. Il faut imaginer que le carvedilol fait l'association bêta-bloquant plus nitré, donc toujours mieux, un petit peu mieux qu'un bêta-bloquant classique non cardiosélectif. Bien sûr, si vous avez un malade sous bêta-bloquant cardiosélectif, il faut le switcher pour un bêta-bloquant non cardiosélectif. Il n'est pas protégé s'il a un autre bêta-bloquant qu'un bêta-bloquant non cardiosélectif. Donc là, les recommandations AFF, en cas d'hémorragie réfractaire ou de récidive hémorragique précoce, il faut discuter de l'indication du type. C'est la question difficile sur le plan clinique, c'est quel malade ne faut pas tipser ? Quand je n'ai pas à disposition le TIPS, alors dans l'hémorragie réfractaire, la solution, c'est le sonde de tamponnement et c'est préféré plutôt la prothèse œsophagienne type Danis, qui va exercer l'avantage de la Danis, c'est que vous avez moins d'effets secondaires de type nécrose de l'œsophage, et puis vous avez une prothèse que vous durez quelques semaines, et vous ne gardez pas une sonde de tamponnement quelques semaines. Par contre, la prothèse Danis ne va comprimer que les varices œsophagiennes. Si vous avez une rupture de GOV1, GOV2, varices gastriques, la prothèse Danis n'a aucun effet là-dessus. Le deuxième avantage de la prothèse Danis, c'est qu'une fois que vous l'avez posée, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé. C'est assez pratique quand vous avez une hémorragie où vous n'avez rien vu, vous posez la prothèse, et là, vous voyez après ensuite si vous contrôlez l'hémorragie ou pas. Sonde de tamponnement, en général, vous êtes un peu obligé de temps en temps d'attendre si le malade meurt ou si le malade ne meurt pas pour savoir si vous êtes efficace. Ce qui est un peu... pas tout à fait satisfaisant. Non, la question du type de sauvetage, c'est quel malade, en gros, il ne faut pas tipser. Chez qui c'est pas utile. Donc ça, c'est très compliqué.
parce que de toute façon, si vous ne faites rien, ils vont mourir dans plus de 90% des cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études contrôlées d'ailleurs. Mais il y a probablement des malades chez qui ce n'est pas raisonnable de mettre en TIPS dans une situation de sauvetage. Et ce qui est clairement, là où on est le plus formel, on va dire, c'est que chez un malade qui est clairement récusé pour la transplantation hépatique, on peut discuter des critères de futilité. Parce que si vous êtes chez un malade chez qui ça n'a jamais été discuté, qui est un potentiel candidat futur ou a fortiori qui est inscrit sur liste de greffe, le TIPS peut le sauver dans les quelques jours et pouvez avoir accès à la greffe assez rapidement. Donc, les critères de futilité en cas d'hémorragie réfractaire, ils s'appliquent seulement à des malades chez qui, clairement, le projet n'est pas raisonnable parce qu'il y a un cancer multimétastatique, parce qu'il a plus de 70 ans, parce qu'il y a une contre-indication formelle évidente, voilà. Donc, il y a des petits, c'est des choses de réa, hein, c'est des défaillances multiviscérales, les insuffisances hépatiques les plus sévères, et puis il y a le papier de Walter qui montre que chez des malades après réanimation, quand vous gardez un MEL supérieur à 30 ou des lactates supérieurs à 12, la mortalité est élevée. Il ne faut probablement pas discuter, probablement pas passer le cap de la mise en place d'un TIPS. Chez ces malades, encore une fois, quand vous n'avez pas l'accès au TIPS rapidement ou pas du tout, vous n'avez que la sonde de tamponnement ou la sonde ou la prothèse œsophagienne. Le TIPS préemptif, donc vous avez contrôlé l'hémorragie, vous avez identifié un malade à haut risque parce qu'il est child C ou parce qu'il y a une hémorragie active au moment de l'endoscopie et qu'il est child B. Donc là, il faut discuter la mise en place d'un TIPS. Et idéalement, c'est dans les 24 heures. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est indiqué, pourquoi attendre, on va dire? Il n'y a pas de préparation particulière. Plus vous attendez, plus vous vous exposez au risque de récidive. Et puis surtout, dans les essais, la plupart des malades ont été traités quasiment dans les 24 heures et la grande partie dans les 48 heures, très peu avant 72 heures. En fait, dans le New England initial, on avait mis 72 heures parce que certains centres n'étaient pas capables de couvrir le week-end. C'est-à-dire que si le malade saignait le vendredi midi, il ne pouvait pas avoir accès aux TIPS avant le lundi dans certains centres. Et donc, on a été obligé de mettre cette fenêtre 72 heures. Mais en pratique, les résultats ont été obtenus avec des malades qui ont été en grande majorité TIPSés dans les 24 heures. Donc, il ne faut probablement pas attendre. Donc ça, c'est la méta-analyse. Il y en a une deuxième, puisque vous avez un essai négatif qui a été très critiqué. La plupart des malades ne recevaient pas le TIPS justement dans les 72 heures. Et donc, en incluant même l'essai négatif de Dune dans la méta-analyse, il y a 8 études aujourd'hui et on reproduit les mêmes résultats. Surtout, on est capable de dire aujourd'hui qu'il y avait un gros doute sur la mortalité. C'est-à-dire qu'on était sûr du bénéfice du TIPS sur la prévention de la récidive, mais pas sûr du bénéfice du TIPS sur la mortalité chez les malades les moins insuffisants hépatiques, en gros les child B. Et aujourd'hui, grâce à la méta-analyse, on se rend compte que à partir du child B8, on exclut simplement les B7, il n'y a pas de bénéfice en termes de survie, même s'il y a un réel bénéfice en termes de prévention de la récidive. La question dans le TIPS préemptif, c'est jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai les critères du TIPS préemptif, il nous est arrivé de voir des malades avec 300 de bilirubine, avec 25% de TP. Donc les malades les plus graves, est-ce que... Je me souviens d'une remarque de Dominique, qui avait eu tort ce jour-là, je pense. Faut le dire, hein. Enfin, tort, jusqu'à preuve du contraire. Je ne comprends pas comment on type ces malades les plus graves. Parce qu'avec l'histoire de l'acite, bien sûr, chez les malades qui ont de l'acite, il ne faut surtout pas typser les malades graves. C'est ceux-là qui meurent. Et c'était les premières expériences du TIPS dans l'acite. C'est-à-dire que si vous typsez un child C avec acite, il meurt d'insuffisance hépatique. Si vous typsez un malade au cours d'une hémorragie, plus il est grave, plus il risque de mourir. Premièrement. Deuxièmement, si vous regardez le MELD des malades les plus graves, finalement, il est à 15. Donc, en fait, ils ont probablement, avec le child, aussi une surestimation de leur insuffisance hépatique au moment de l'hémorragie. Parce qu'il y a un événement déclenchant, une poussée d'hépatite alcoolique, une infection, et puis il y a l'hémorragie qui fait consommer les facteurs. Et ce qu'on ne sait pas toujours analyser, surtout quand c'est la première hémorragie, c'est quelles sont les vraies réserves hépatiques de ces malades. Et peut-être que le malade est child C, mais avant l'hémorragie, 3 mois avant, il avait des fonctions hépatiques préservées. Néanmoins, aller type C1, C15, ça reste compliqué, et on s'est posé la question de la bilirubine, du taux de bilirubine, est-ce qu'il y avait une limite, du TP, est-ce qu'il y avait une limite?
On a fait, nous, cette petite étude, alors c'est pas contrôlé, mais on a montré en fait que chez les malades les plus graves, moins de 35% de TP, et avec une bilirubine supérieure à 10 mg, vous avez en fait une survie à 70% et contre 30% dans les contrôles. C'est la même chose pour l'encéphalopathie. Le type, ça donne de l'encéphalopathie, on ne va pas tipser des malades avec encéphalopathie. Mais en fait, l'encéphalopathie à l'admission, c'est pareil, on reproduit les mêmes résultats en termes de bénéfices de survie, et les malades qu'on a tipsés malgré une encéphalopathie à l'admission ne font pas plus d'encéphalopathie dans le suivi aussi. Donc l'encéphalopathie à l'admission, l'encéphalopathie qui est une contre-indication classique du TIPS, ne fait pas partie des critères d'exclusion du TIPS préemptif. Et ça, c'est l'expérience allemande chez les malades en ACLF. Vous voyez que le bénéfice sur la prévention de la récidive, et c'est aussi sur la survie, a été retrouvé également avec le TIPS préemptif par rapport à des malades non tipsés. Donc finalement, il n'y a pas de critères futilité connus, ça viendra peut-être. Et comme il y a un bénéfice de survie clair, il faut faire le TIPS préemptif dans ces indications. Alors il y a quand même quelques limites, et c'est les limites en fait des critères d'exclusion des papiers. C'est si vous avez CHC hors critères de Milan, une thrombose porte complète, une décompensation cardiaque, une insuffisance rénale sévère, l'antécédent d'encéphalopathie hépatique récidivante non contrôlée était un critère d'exclusion du papier Princeps du New England. Mais ça va très vite. En gros, avec une échographie, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut faire une échographie cardiaque avant un TIPS d'urgence, TIPS préemptif? Ma réponse est non. Les résultats positifs obtenus ont été obtenus sans échocardiographie. Maintenant, si le malade vous dit il a un insuffisance cardiaque terminale, bien sûr, on va se reposer la question. Donc un examen clinique, un score de Child et une imagerie hépatique, ça suffit à évaluer le malade. Voilà, c'est la figure là qu'on a construite pour les recos ESL, pour encore une fois avoir en tête clairement ces différentes situations où on discute du TIPS et ces différents cas de figure qu'il ne faut probablement pas mélanger et pas confondre. Un mot sur l'acide. Alors là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Il faudra me rappeler quand même que j'ai oublié une diapo, parce qu'il y a des recommandations sur la prise en charge de l'insuffisance rénale, qui survient essentiellement chez des malades avec acide pour le syndrome hépatorénal, qui sont intéressantes à commenter. Ça vient d'être publié. Non, je ne vais pas vous faire l'état de l'art sur le traitement de l'acide, je vais juste faire quelques petits points qui sont mes commentaires, donc qui ne sont pas des recommandations, auxquels je tiens beaucoup quand je fais la formation au lit du malade. Donc le régime pauvre en sel, c'est pas sans sel, c'est pauvre en sel, sinon ils deviennent anorexiques. Le premier épisode, c'est l'anti-aldostérone, vous le savez tous. Ce que je tiens absolument, sur lequel j'ai insisté, là, il faut augmenter de 100 mg tous les 3 jours. Il faut être prudent dans l'acide. C'est-à-dire qu'avec les diurétiques, si vous mettez le malade en insuffisance rénale au bout de 3 semaines, 1 mois, vous allez vous priver d'un traitement qui va peut-être rendre service. Parce qu'il dira, il ne tolère pas les diurétiques et vous allez classer tout de suite acide intraitable, acide réfractaire. 3 jours, ce n'est pas beaucoup, parce que l'effet rémanent de la lactone, c'est 48-72 heures. Ça veut dire aussi que quand vous l'arrêtez pour une insuffisance rénale, il faut attendre 48 heures, 72 heures pour voir la disparition de l'effet et si la fonction rénale ne s'améliore pas, entre guillemets, spontanément, et pas aller plus loin dans les explorations ou dans les agressions. Je crois qu'il faut être... L'acide, ce n'est pas l'acide qui tue, sauf quand éventuellement elle est tendue ou qu'il y a une rupture de l'ombilic, ça c'est une urgence, j'allais dire, mais c'est la ponction là, ce qui les soulage. Donc, augmenter les doses de diurétiques, c'est jamais urgent. Prenez votre temps. Ça, c'est un message important. Et 3 jours, ça me paraît déjà court. 5 jours, vous avez le temps. Bien sûr, c'est les règles d'arrêt ou d'augmentation de fluide, vous les connaissez tous. Pareil, il faut savoir arrêter les diurétiques dans les situations de stress. Donc, l'hémorragie est détaillée, l'insuffisance rénale, l'encéphalopathie, l'hyponatrémie. Il faut ajouter les infections. C'est un risque d'insuffisance rénale. Si vous maintenez les diurétiques au cours des infections, ce n'est pas spécifié dans les recommandations. Je pense qu'il y a un risque d'augmenter le risque d'insuffisance rénale. Et encore une fois, ce n'est jamais urgent de traiter une acide. Le pronostic mauvais de l'acide, il est lié à la condition qui déclenche l'acide, c'est-à-dire l'hypertension portale, la maladie du foie. Le mauvais des pronostics de la survie de 40% à 1 an ou 2 ans, ce n'est pas l'acide en elle-même, c'est la cause de l'acide qui est responsable de ce mauvais pronostic. Donc il faut s'attaquer à la cause, mais sur le symptôme,
sauf quand elle est tendue, c'est la ponction. Il faut être assez prudent, je trouve, dans l'augmentation des infections. Et quand vous avez une situation d'agression, il faut savoir aussi arrêter les diurétiques. Donc on la stoppe en cas d'hémorragie d'infection, on l'a dit. La surveillance, vous savez ça aussi bien que moi, avec une petite marge quand on a des œdèmes. L'acide est toujours plus sévère, la maladie est toujours plus sévère quand vous avez un cirrhotique avec un gros ventre et pas d'œdème. C'est un état de dysfonction circulatoire plus avancé, il y a une vasoconstriction périphérique qui empêche d'avoir des œdèmes, et donc les malades sont toujours plus graves. La présentation de l'acide réfractaire historique, c'est le malade avec un gros ventre jaune et des jambes, des baguettes à la place des jambes. Pour la ponction, il y a des idées reçues de temps en temps, j'entends ça, il ne faut pas l'évacuer complètement, si, il faut les évacuer complètement. Si on a les moyens de le compenser, bien sûr, vous savez qu'il faut compenser systématiquement par l'albumine au-delà de 5 litres, entre 2 et 5, on ne sait pas. Alors il y a une discussion de plus en plus véhémente là sur, on a entendu beaucoup ce matin les effets bénéfiques de l'albumine, mais il y a une espèce de vent arrière sur l'albumine, je vais vous en dire un mot. Entre 2 et 5 litres, on n'est pas sûr que l'albumine fasse mieux que les autres solutés de remplissage. Mais il faut évacuer complètement l'acide, parce que si vous ne l'évacuez pas complètement, ça va fuiter, c'est un risque d'infection locale, et puis surtout, il va revenir plus tôt. Donc à chaque fois, vous risquez la dysfonction circulatoire. Donc il faut évacuer complètement l'acide, même s'il y a 10 litres, 15 litres, etc., à condition bien sûr de la compenser. Si vous n'avez pas les moyens de la compenser avec de l'albumine au-delà de 5 litres, peut-être il faut, je ne sais pas, s'arrêter à 5 litres. Ça, c'est un papier récent qui reprend un peu les données de Gennaro pour l'histoire naturelle. Donc, en gros, c'est la première motif de décompensation. Et quand vous avez décompensé l'acide une fois, la deuxième décompensation est proche de 50% à 2 ans. Et là, regardez, grade 2 acide, donc c'est l'acide contrôlé par les diurétiques. Et grade 3 d'acide, c'est l'acide que vous ponctionnez. Soit parce que les diurétiques ne sont pas suffisants, soit parce qu'ils sont devenus... on ne peut pas les utiliser pour des problèmes de complications. À ce propos, une chose qui est très importante aussi, c'est quand vous en êtes à ponctionner les malades et qui sont sous diurétique, regardez la natriurèse. Et là aussi, si vous avez une natriurèse inférieure à 30 micromoles par litre, c'est la seule fois où je regarde la natriurèse, sauf dans des problèmes diagnostiques, je ne comprends pas pourquoi il y a de la rétention gros-sodée. Sinon, je me sers du poids pour évaluer l'effet clinique de mes médicaments. Mais la natriurèse inférieure à 30, alors que vous êtes au stade des ponctions, ça veut dire que les doses de diurétiques que vous utilisez sont inefficaces. Donc, vous n'avez pas des bénéfices cliniques à utiliser les diurétiques, et peut-être, en plus, que vous risquez l'hyponatrémie, l'hypercalémie, l'insuffisance rénale. Donc, on peut, sans hésiter, arrêter les diurétiques quand vous êtes aux doses maximales et que vous êtes obligé de ponctionner. Si vous avez une natriurèse inférieure à 30, il n'y a pas de bénéfice clinique à les utiliser. Et je pense qu'on aura moins d'effets secondaires, moins de complications liées aux diurétiques si on arrêtait systématiquement les diurétiques chez ces malades. Donc là, c'est pour montrer en fait que il y a deux pronostics différents à l'acide, c'est la grade 2 et la grade 3, ça on le savait, mais surtout, quand vous avez une acide de grade 3, finalement, le score de MELD n'ajoute pas à la prédiction, c'est la vraie maladie sévère. Et le MELD, qu'il soit bas ou élevé, le pronostic est mauvais. A l'inverse, dans l'acide contrôlé, là, il faut regarder le MELD, pour discuter en particulier de l'indication transplantation hépatique, parce que si le MELD est bas, le pronostic est plutôt bon et il vous donne une information sur le pronostic, alors que si le MELD est élevé, là le pronostic est moins bon, mais là pour le coup, il est lié probablement à l'insuffisance hépatique. Acide réfractaire, récidivante, difficile à traiter, tout ça c'est un peu la même chose. C'est pas la même chose, mais en fait la réfractaire elle existe peu, parce que c'est faut avoir atteint les doses de 400 mg d'aldactone et 160 mg de furosémide, ça se voit très peu souvent. Donc on a surtout affaire à des acides intraitables, qui sont des acides pour lesquels vous ne pouvez pas augmenter les diurétiques à cause des complications et que vous êtes obligé de ponctionner. Et récidivante, alors là c'est assez arbitraire, hein, c'est 3 ponctions dans l'année. Et j'avoue que j'ai été surpris par la recommandation de Baveno sur l'acide. Donc bien sûr que le seul traitement curatif qui guérit la maladie c'est la greffe, sauf que pour la plupart des malades, ça ne peut pas être, ils ne sont pas relevables de la greffe, ou alors, ça n'est, surtout chez les malades avec un MELD bas, une solution dans 6 mois, dans un an et demi, ce qui fait que votre malade avec hypertension portale, il est exposé au risque d'insuffisance rénale, de syndrome hépato-rénal, d'hémorragie digestive, etc.
Donc la greffe est finalement une solution pour un petit nombre de malades et dans un délai un peu long. Donc il faut pouvoir trouver des solutions d'ici là et pas arriver dans ces situations. Bon, c'est particulier, mais nous on est entouré de patients qui ne se plaignent pas trop, hein, qui viennent à l'hôpital au dernier moment. Mais on a toujours eu ce débat sur « ok, ça diminue la récidive, mais ça ne améliore pas la survie ». Mais une partie de notre métier aussi, ce n'est pas toujours que d'augmenter la survie. Bon, il faut essayer de ne pas la diminuer. Il faut surtout soulager les malades. Et ce n'est pas possible d'avoir des malades dans ces situations. Il faut pouvoir éviter d'en arriver là. Donc les moyens, en attendant la greffe ou si elle n'est pas possible, vous avez le TIPS, vous avez le parasynthèse plus albumine qui est un traitement de confort. Il y a peu de physiopathologie dans la ponction, hein. L'albumine un petit peu, mais c'est pour éviter la dysfonction rénale. Et puis la pompe de dérivation qui était un espoir et puis qui aujourd'hui là est en attente de l'autorisation FDA et qui a été pour des problèmes de production et surtout de l'entreprise qui la commercialise et qui la produit. La production a été arrêtée en Europe, donc elle n'est plus disponible. On l'avait depuis une dizaine d'années et là on ne l'a plus. Donc vous voyez, il reste aujourd'hui pour nous seulement le TIPS et les parasynthèses pour albumine. Alors c'est la balance bénéfice-risque entre la poursuite des ponctions et le TIPS. Donc on regarde s'il y a des contre-indications évidentes au TIPS, donc vous les connaissez bien, c'est l'insuffisance hépatique. Donc Child C, on évite. Le MEL supérieur à 18, c'est vraiment un seuil qu'il faut franchir par exception. Moi j'ai pour principe de réfléchir à 2 fois entre 65 et 70, de jamais le faire pour le moment jusqu'à 70 ans. Après, il y aura probablement des progrès sur le diamètre des prothèses, sur des choses comme ça, qui permettront de franchir quelques limites, mais ça reste mes limites. Il faut savoir que nous, on faisait 40 TIPS par an en 2000, on en fait toujours 40. Donc les limites, pour le moment, on n'a pas beaucoup franchi beaucoup de limites. Et il y a une thématique qui monte en ce moment, c'est le cœur du cirrhotique. Probablement qu'avec l'épidémie de NASH, mais surtout aussi les malades sont plus âgés. On voit de plus en plus de malades avec 65 ans, 70 ans, 75 ans d'acide réfractaire. Le cœur est un peu plus fragile, ce qui remet en cause l'albumine systématique quand même. Donc là, il y a clairement des contre-indications cardiaques au TIPS. Donc ça, c'est l'étude multicentrique française qui a montré que chez des malades, mais très sélectionnés, hein, on a mis plus de 5 ans à recruter les malades, et on pourrait faire le même reproche au TIPS qu'à la greffe, c'est-à-dire que ça reste des malades très sélectionnés, c'est une minorité de malades. Si on veut avoir ces résultats-là, en tout cas, bon, c'est disponible un peu plus vite. Ce qui est intéressant, et Dominique en a parlé ce matin avec le TIPS, c'est que j'ai toujours été gêné par ce paradoxe où les études et les sociétés s'occupent de l'acide d'un côté, s'occupent de l'hémorragie de l'autre, de l'encéphalopathie, mais le clinicien il s'occupe de tout. C'est-à-dire que moi, quand je vais proposer un traitement à mon malade, je voudrais qu'il ne fasse pas d'encéphalopathie, qu'il ne fasse pas d'hémorragie, qu'il ne fasse pas d'acide. Donc c'est un critère de jugement qui finalement jusque-là était pas venu dans la discussion, mais qui me paraît majeur, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que, quand on essaye maintenant un nouveau traitement, ce soit indispensable, qu'on regarde de manière globale, ce qu'on appelle maintenant la further décompensation, je ne sais pas comment le dire en français, décompensation ultérieure, c'est-à-dire que mon traitement, je veux l'évaluer pas seulement en termes d'acide, mais aussi des autres complications, l'insuffisance hépatique. Il n'y a que le CHC qu'on regarde, mais en général, le taux d'incidence dans les essais à 1 ou 2 ans, il ne permet pas d'avoir des réponses définitives. Et ça, c'est ce nouveau concept de Baveno, là, là, c'est la première étude, en fait, qui va regarder, c'est une méta-analyse, hein, mais qui va regarder la further décompensation. C'est-à-dire qu'on va regarder à la fois le taux d'hémorragie, le taux d'acide, l'encéphalopathie, et dans la décompensation, l'ictère fait partie de la décompensation. Le syndrome hépatorénal, l'acide réfractaire aussi, mais comme c'est toujours lié à l'acide, ça n'ajoute pas d'événements. Et on a montré que, quelle que soit l'indication du TIPS, celui-là était capable de diminuer le risque de décompensation, c'est-à-dire qu'en gros, le bénéfice attendu en termes d'hémorragie d'acide compense un peu mieux l'augmentation du risque d'encéphalopathie. Ça, c'était en fonction des indications, je passe vite du coup. Et il y avait également un bénéfice sur la survie. Le seul élément, je n'ai pas d'explication. Il y a une diminution du risque de décompensation ultérieure dans la prévention de la récidive hémorragique, quand le TIPS est mis pour la prévention de la récidive, pas TIPS préventif, prévention de la récidive, après échec des bêta-bloquants plus ligature. Mais il n'y a pas d'effet sur la survie, et ça, c'est quelque chose qui reste difficile pour moi à comprendre. Donc, chez les patients très sélectionnés, le TIPS diminue l'incidence de la further décompensation et améliore la survie dans 2 des indications.
Donc il est recommandé de discuter du type chez les malades avec une acide récidivante ou réfractaire pour améliorer le contrôle de l'acide, ça c'est assez fort. Et pour, chez un petit nombre de malades, améliorer aussi la survie sans transplantation. Alors le problème de Baveno, je ne sais pas, il faut discuter du type, c'est après 3 ponctions en 1 an. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude dans l'acide réfractaire qui a sélectionné ces malades 3 ponctions en 1 an. Donc c'est une petite... je passe sur la pompe de dérivation, puisqu'on l'a plus. Ça, c'est l'algorithme qu'on va utiliser. Donc comme d'habitude, il y a une zone grise au milieu. À droite, tout est vert. Je suis jeune, je n'ai pas d'insuffisance hépatique, pas de cardiopathie et je n'ai pas d'encéphalopathie. C'est une excellente indication au TIPS. De toute façon, vous n'auriez pas l'accès à la greffe. Quand ce n'est pas le cas, on va discuter plutôt la greffe. Au-delà de 70 ans, c'est encore la limite de la greffe, même si là aussi les limites sont repoussées un petit peu tous les jours. Donc là, on avait le choix entre les ponctions et la pompe, mais ça n'est plus le cas, on n'a plus que les ponctions aujourd'hui. Et au milieu, c'est la discussion individuelle au cas par cas, en informant la famille et le patient. Je voulais juste, oui, effectivement, rajouter un mot sur l'albumine et puis les nouvelles recommandations d'insuffisance rénale. Vous savez que pour définir le syndrome hépatorénal, il fallait passer de l'albumine pendant 48 heures. Ça m'a toujours perturbé. Nous, on a fait une vieille étude où on se rendait compte en fait que quand vous aviez une insuffisance rénale chez le cirrhotique et que vous mettiez une voie centrale, il y a des malades qui avaient besoin d'être remplis et beaucoup remplis, donc ce n'est pas de dose fixe, mais il y a des malades surtout qui avaient besoin de pisser aussi. Et ça, c'était il y a à peu près 20 ans. Et puis on s'est rendu compte aussi dans les essais aujourd'hui avec l'albumine, c'est qu'on voit de plus en plus d'OAP. Vous avez cette augmentation de la prévalence probablement, mais aussi la meilleure caractérisation de l'insuffisance cardiaque chez le cirrhotique, la dysfonction diastolique, qui fait qu'aujourd'hui, l'albumine comme ça, à l'aveugle, à forte dose, c'est discuté dans l'infection du liquide d'acide, le 1,5 g/kg, ça fait hérisser les poils des réanimateurs, vous répétez 2 jours après, vous avez quand même des accidents. Dans l'essai qui avait été fait par Thierry Thévenot sur l'albumine dans les autres infections, la première complication, c'était l'OAP. Donc il faut être très prudent avec l'albumine. Le dose fixe pour tous les malades, j'y crois pas du tout. Et les dernières recommandations sur la prise en charge de l'insuffisance rénale ont 2 intérêts. Je vous invite à les lire. C'est que, elle nuance un petit peu cette prescription systématique d'albumine, en tout cas pendant 2 jours. Et elle dit qu'il vaut mieux évaluer la volémie. Le problème, c'est qu'elle ne dit pas quels sont les moyens pour évaluer la volémie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, surtout, dans le syndrome hépatorénal, on sait que ce qui est déterminant, c'est d'agir tôt et de réagir tôt. Et avant, on faisait une dose, on attendait 48 heures, on voyait que ça répondait. Et donc là, maintenant, c'est 24 heures. Et je crois que c'est une bonne chose parce que toutes les données sont claires. Plus tôt vous agissez dans le syndrome hépatorénal, plus vous avez de chances de le réverser. Et moins l'insuffisance rénale est sévère, plus vous avez de chances de réverser. Donc il y a 2 points majeurs dans les nouvelles recommandations sur la prise en charge de l'insuffisance rénale. C'est prudence avec l'albumine et l'adaptation du traitement toutes les 24 heures et plus toutes les 48 heures. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet très passionnant qui mérite d'être divisé en plusieurs parties. Et vous avez su le gérer d'une manière extraordinaire. Et félicitations, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Quand on n'a pas de TIPS, un malade qui a saigné, on a ligature et les varices, il continue toujours de saigner. Est-ce que le retour en arrière, il y a 30 ans, on faisait la gliprécine en perfusion ou bien la sandostatine? Est-ce qu'on continue toujours en France de les utiliser pour traitement préventif? Alors, les traitements vasoactifs, il n'y a pas d'études face à face qui ont dit qu'il y en a un qui était meilleur que l'autre. Il y a quand même des données. Je vais vous dire ce que je fais, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, je vais vous dire ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai une hémorragie active qui résiste au traitement, en général, nous, on utilise la somatostatine. Vous savez que les Espagnols avaient proposé de doubler les doses. Nous, on passe à la terlipressine, gliprécine. C'est le traitement le plus vasoconstricteur, c'est le traitement qui a probablement le plus d'effet sur la pression portale, le plus ancien. Moi, alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec l'octréotide. Il y a des études qui n'ont pas été publiées qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'effet sur la pression portale. Il y a même une étude contre placebo qui faisait moins bien. Cela dit, les centres qui l'utilisent régulièrement n'ont pas plus d'échecs que les autres. C'est difficile parce qu'il y a toujours le traitement endoscopique. Mais
en gros, si le malade est sous somatostatine ou octréotide, et que vous faites l'endoscopie, vous n'arrivez pas à contrôler le saignement, donc il y a la sonde de tamponnement ou la prothèse, et là je switch volontiers pour des fortes doses de gliprécine s'il n'y a pas de contre-indication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il est sous gliprécine, vous savez que les doses sont pas... Les recommandations, c'est 1 à 2 mg tout... Oui, dans l'hémorragie, mais la plupart du temps, les gens commencent souvent à 1 mg parce que c'est... Alors ça dépend aussi, s'il ne faut pas être cardiaque, il ne faut pas avoir d'artériopathie, il ne faut pas avoir 80 ans, il ne faut pas avoir... Et on va jusqu'à 2 mg toutes les 6 heures. Toutes les 4 heures, pardon. Donc c'est jusqu'à 12 mg. Alors après, est-ce que les papiers dans le syndrome hépato-rénal plaident quand même pour une perfusion continue plutôt que des injections? L'effet de la gliprécine est très court. Donc je pense que si vous aviez sous une forme d'injection toutes les 4 heures, vous avez peut-être, c'est pas montré, dans l'hémorragie, un intérêt à une dose continue de 12 mg par 24 heures. Si vous êtes dans une hémorragie réfractaire et que vous n'avez rien d'autre, vous n'avez rien à perdre, moi je ferais 12 mg IVSE. Plutôt que des injections toutes les 4 heures où vous pouvez avoir des à-coups d'effet et des rebonds. Enfin des rebonds, pas nécessairement des rebonds, mais des retours à la pression portale. Je ne sais pas ce que pour les autres. Moi j'irai au maximum des doses en utilisant la gliprécine et en perfusion continue, non 12 mg IVSE. Oui, Christophe, ça concerne la relation entre l'efficacité du TIPS à prévenir une récidive d'hémorragie digestive et son impact sur la survie. Je sors du TIPS préemptif, où là, il n'y a pas de discussion. Et donc, pour le TIPS plus tardif, l'échec, alors c'est plutôt un rescue, si j'ai bien compris. À ce moment-là, c'est plus difficile de démontrer l'intérêt sur la survie. T'es d'accord? Oui. C'est juste? Oui, parce qu'en fait, le problème du TIPS de sauvetage, comme on l'appelle nous, c'est que dans toutes les études, ils ont mélangé du TIPS de sauvetage et du TIPS de rescue. Et je crois que ce n'est pas les mêmes malades. Le salvage en anglais, l'hémorragie ne s'arrête pas. Donc on n'imagine pas. Alors c'est vrai que l'histoire naturelle fait que de temps en temps, l'hémorragie s'arrête toute seule. Mais quand elle s'arrête toute seule, en général, si vous ne faites rien, elle revient. Donc il y a peu ou pas d'espoir, donc, sauf chez un malade moribond, complètement en défaillance multiviscérale, très âgé, non candidat, je crois qu'il ne faut pas discuter du TIPS. Le rescue, c'est non, il n'y a pas d'essai contrôlé. Et puis encore une fois, les résultats qu'on a regardés, c'est avec une proportion de malades qui est mal décrite, qui avait du vrai salvage, et du malade qui avait du rescue. Donc, mais la logique, c'est pas la vérité. Quand on en est à dire qu'un malade qui n'a pas encore ressaigné, mais qui a haut risque de ressaignement, et que ce ressaignement va impacter sur sa survie, c'est les essais du préemptif, il faut le faire. Une fois qu'il a ressaigné, j'ai du mal à imaginer que ce ne soit pas un des malades à haut risque de décès. Maintenant, c'est avec toute la mesure de l'individuel et de dire, si c'est un malade qui a 80 ans avec un CHC, il y a quand même d'autres moyens d'arrêter une hémorragie si elle n'est pas réfractaire que le TIPS. On est d'accord? Dernière question. S'il vous plaît, j'ai une petite question par rapport aux règles de prescription. Là, je suis là. Oui. Alors, par rapport aux règles de prescription du carvedilol, alors est-ce qu'il faut atteindre les doses progressivement? Est-ce qu'il faut viser, comme le propranolol, une diminution du pouls de 25% et les mêmes contre-indications? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut switcher les patients sous propranolol au carvedilol? Voilà, merci. Quand on commence par la deuxième question, on oublie toujours la première, donc je vais commencer par la première. C'était quoi déjà? Les règles de prescription, je rigole. Les règles de prescription, il y a des choses claires et des choses pas claires. Les choses claires, c'est qu'il faut atteindre 12,5 mg. Pourquoi? Parce que 12,5 mg, c'est l'effet maximal en termes d'hypertension portale. Si vous allez au-dessus, vous gagnez très peu en termes d'hémodynamique sur la pression portale. Et par contre, vous ajoutez les effets secondaires. En fait, le carvedilol, c'est un très vieux médicament qui a été testé dans les années, à la fin des années 90, voire au milieu des années 90. Et on l'a abandonné parce qu'en fait, on trouvait que les malades ne supportaient pas, on l'utilisait à 25 mg. Ça faisait baisser la tension, il faisait de l'acide et l'insuffisance rénale. Donc on l'a abandonné. Et en fait,
il a été réintroduit, mais à la dose de 12,5 mg, avec des études hémodynamiques qui montraient en fait que 12,5 mg fait aussi bien que 25 en termes de pression portale, mais vous faites mieux en termes de tolérance sur les paramètres hémodynamiques systémiques. Donc ça, c'est le premier point. Il faut à tout prix pouvoir aller jusqu'à 12,5 mg. Ce qu'on ne sait pas, parce que tout le monde a fait sa petite tambouille dans son coin, c'est comment il faut arriver à 12,5 mg. Est-ce que vous les donnez d'emblée? Est-ce que vous commencez à 6,25? Est-ce que vous attendez une semaine pour augmenter les doses? Est-ce que vous faites un ECG? Est-ce que vous l'envoyez chez le cardiologue? On ne sait pas. Qu'est-ce que je fais moi? Je les mets à 6,25, il rentre après un ECG, il rentre à la maison. Si ça va bien, il monte à 12,5 au bout de quelques jours, je lui dis 4-5 jours, et puis si ça ne va pas, il me rappelle. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Le problème de la fréquence cardiaque, c'est un bon témoin en fait du bêta-blocage, de l'effet bêta-1, mais il n'y a pas de corrélation claire entre l'effet sur le bêta-blocage et l'effet sur la pression portale. On est à peu près sûr que quand les malades ne diminuent pas leur fréquence cardiaque, ils n'auront pas d'effet sur la pression portale. Mais ce n'est pas parce qu'ils diminuent leur fréquence cardiaque qu'ils diminuent leur pression portale. L'histoire des cardiologues, parce qu'au début, je crois que c'est, enfin, Dominique pourra le raconter, c'était, on va faire comme les cardiologues faisaient, c'est-à-dire qu'on fait baisser en dessous de 55, etc. Mais vous avez déjà des malades qui sont à 55, donc vous ne pouvez pas les traiter. Et puis, c'est très arbitraire. Si on n'a pas la réponse hémodynamique, vous êtes un petit peu à l'aveugle. Donc c'est pour ça qu'une des particularités françaises longtemps, ça a été de traiter le plus fort possible pour recruter le maximum de malades répondeurs. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'attitude de dire il ne le tolère pas à 12,5 parce qu'il est bêta-bloqué, et c'est vrai pour le propranolol aussi, donc je vais le baisser à 6,25, ou alors je lui donne 20 mg par jour de propranolol, comme ça il le tolère bien. Enfin, je crois qu'il le tolère bien parce qu'il est plus bêta-bloqué, donc s'il est plus bêta-bloqué, je crois qu'il n'a plus d'effet. Donc je crois qu'il faut se donner les moyens. Alors c'est 20-30% de malades ne le supportent pas, hein. C'est pour ça qu'en prévention primaire, vous switchez pour la ligature. Moi, j'ai une fois par mois un malade que je ligature en prévention primaire, parce qu'ils ne supportent pas les bêta-bloquants. La tolérance entre carvedilol et propranolol, je ne sais pas s'il y a une différence, franchement je ne crois pas, mais vous avez ces problèmes de fatigue, d'inadaptation à l'effort, d'érection chez l'homme, et c'est 20-30% d'arrêt. Donc on ligature ces malades en prévention primaire, après avoir expliqué que la ligature en prévention primaire, ça ne prévient pas la deuxième décompensation, ça prévient l'hémorragie, et qu'il y a ce risque de chute d'escar. Et puis cette surveillance où vous devez faire des ligatures jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et puis surveiller jusqu'à ce que ça réapparaisse. Il y en a de temps en temps qui disent finalement, je reviens au bêta-bloquant. Hein. Mais non, moi, je commence à 6,25 après un ECG, donc on lui découvre les varices à l'endoscopie où il a un fibroscan à 25, on lui fait un ECG à la consulte ou à l'hôpital de jour. Il repart avec une prise de carvedilol. Et une semaine plus tard, il augmente à 12,5 si tout va bien, et je le revois à un mois. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Je vous dis ce que je fais. Non, il est sorti, j'ai vu, je ne sais plus dans quelle revue française de vulgarisation, un truc, on a l'impression que c'est... Mais je ne sais pas d'où ça sort. Hein. Merci beaucoup, Christophe.